Bonjour à tous, merci d'être venus, surtout sur une thématique cyber qui n'est pas forcément le sujet principal aujourd'hui de Eurosatori. Le but de cette présentation, donc je me présente, Benoît Moreau, je m'occupe de la cybersécurité au sens large pour le groupe Nexter, qui fait partie du groupe KNDS. Aujourd'hui, la cyber, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose de nouveau du tout. Par contre, c'est quelque chose de très nouveau quand on commence à essayer de l'intégrer dans les systèmes d'armes. Et encore aujourd'hui, quand on parle cyber, il y a donc plutôt des opérationnels qui me disent, alors soit complètement c'est du fantasme, nous la vraie menace c'est le missile, donc avec ta cyber on n'en a jamais vu jusque-là, donc rentre chez toi. Puis de l'autre côté on a ceux qui disent c'est ultra, hyper, méga critique maintenant, il faut qu'on verrouille tout et il faut des mots de passe à 12 caractères dans tous les véhicules. Non, ça marche pas non plus. Donc on a un vrai sujet sur qu'est-ce que c'est que la cyber dans le contexte des systèmes d'armes. Donc un premier volet, c'est essayer de commencer à rapprocher ces deux univers, du très physique au très virtuel, pour parler avec les mêmes mots de ce que c'est que la menace, le risque cyber. Ensuite, on dit mais s'il y a un risque, il faut mettre en face une défense, et cette défense, ben voilà, on l'appelle la performance cyber. C'est un peu l'objectif, c'est quoi cette notion de performance cyber? Pourquoi on dit performance comme terme? Et le troisième volet, c'est bon, on a dit on faut mettre de la performance cyber, mais on met quoi dedans concrètement? Est-ce que c'est un buzzword? Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce qu'on fait réellement quelque chose? Donc l'objectif là, c'est de vous partager un peu notre appréciation, notre feuille de route, notre stratégie chez Nexter sur notre appréciation de la situation du moment et ce que va être l'avenir. Bon, je vais essayer de parler plus fort pour couvrir la dame. En bas à gauche, vous avez... donc moi, ça fait 3 ans que je suis chez Nexter. Mon domaine de prédilection, c'est la cyber. C'était pas le milli à la base. Et donc l'idée, c'est de se dire, mais vous, quand vous parlez OPEX, quand vous parlez tout ça, quels sont vos termes? Comment vous en parlez? Qu'est-ce que vous dites? Et donc, on a dit milli dans l'équipe. Je dis, vas-y, parle-moi un peu de comment vous appréciez vos défenses. Et donc il dit, nous, on parle toujours d'effet terminal recherché. On veut faire quelque chose. Et ensuite, pour faire ce quelque chose, on veut par exemple pouvoir s'approcher à moins de 4 km de la ligne ennemie. Ça, c'est l'effet terminal recherché. Derrière, pour réaliser cet effet terminal, on a une performance. Ok, on est capable de le faire, qui se repose sur des fonctions. Donc fonction mobilité, mon véhicule il arrive à se déplacer assez vite et furtivement. Des fonctions, robustesse, oui je me prends des tirs mais je peux quand même m'approcher. Et ces fonctions mobilité, robustesse, elles se déclinent en capacité technique. En gros, furtivité, ça sera un mélange de le moteur fait pas de bruit, je suis bien camouflé, voilà. Donc on a bien une performance pour atteindre un effet terminal qui repose sur des grandes fonctions, et ces fonctions elles sont découpées en capacités. Donc on a pris cette terminologie et on a dit ok, on va essayer d'appliquer un peu la cyber là-dedans. Comment on peut essayer de transcrire? Ce qu'on a dit, l'effet terminal cyber recherché aujourd'hui, on est dans le cadre de la LID, donc la lutte informatique défensive, on ne parle pas d'offensive, c'est surtout faire que le système il fonctionne bien. Fonctionner bien, ça veut dire quoi? Qu'il soit disponible, il marche, qu'il soit intègre, c'est-à-dire que personne ne l'ait modifié. Une tourelle qui tire à 3 degrés à gauche, c'est un peu embêtant. On passe de l'ennemi à l'hôpital. Toute la notion de confidentialité. Les véhicules sont très communicants. On se doute bien qu'on n'a pas envie d'être intercepté. Et aussi ce qu'on appelle la traçabilité, donc le DICT, le T de traçabilité, ce qui se traduit par imputabilité. Typiquement, on a des fonctions dans les véhicules qui servent à reconnaître les amis. C'est mon ami. Est-ce que je peux vérifier que c'est réellement mon ami ou c'est quelqu'un qui dit qu'il est mon ami? C'est l'imputabilité. Oui, c'est mon ami. Donc on a ces 4 critères. Tout ça, évidemment, sans gêner l'opérateur. Et alors ça, c'est ce qui revient tout le temps par les OPEX. C'est très bien tout ce que vous mettez, mais il faut absolument que ça ne gêne pas l'opérateur. Il est dans son véhicule, il est concentré. Si ça commence à clignoter, ça lui parler de cyber, c'est pas son domaine de métier. Voilà. Et tout ça, il y a un facteur commun entre la terminologie militaire et la terminologie cyber, c'est la dernière ligne, c'est dans un contexte défini. Chez les milis, le contexte,
il est lié à l'environnement naturel, le sable, la montagne, les arbres, et une menace d'un pays qu'on a le temps d'un peu d'analyser. Côté cyber, on a une évolution du risque extrêmement rapide. Donc on voit que le contexte, on va avoir une boucle temporelle très différente. Évolution du risque. Ok, mais ça c'est un mot un peu creux. Qu'est-ce que ça veut dire, évolution du risque? Est-ce qu'aujourd'hui on a réellement une évolution du risque qui vise les systèmes d'armes? Tout le monde dit oui, certainement, peut-être, mais à quel niveau? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme moyen en face? Qu'est-ce qu'on voit arriver? C'est le point suivant, celui-là. Le risque cyber. En gros, le risque, il se découpe en... C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est est-ce qu'on a des vulnérabilités, donc des fragilités? Quels sont les impacts si cette vulnérabilité est exploitée? Et la menace, est-ce que quelqu'un a envie d'utiliser ces fragilités pour avoir un impact? Ok. Je reviendrai sur l'impact juste après. Sur les vulnérabilités. Le constat, donc là on se projette un peu côté numérique global pour essayer de comprendre ce qu'on voit, l'évolution de la trajectoire. Qu'est-ce qu'on voit arriver? De plus en plus de vulnérabilités. Pourquoi? C'est pas parce que les produits sont de plus en plus vulnérables. Hein. Il y a deux grands facteurs. Le premier, c'est que trouver une vulnérabilité, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc tout le monde commence à en chercher. Hein, une grosse vulne, c'est 1 million. Donc tout le monde dans son coin commence à chercher de la vulnérabilité. Au début, il cherchait sur des gros systèmes standards. Maintenant, il commence à chercher sur tout le reste. L'industriel, les systèmes embarqués, les voitures, tout ça, ça rapporte. Donc, la recherche de vulnérabilité, c'est lucratif. Deuxième constat, c'est que nos systèmes d'information sont hyper complexes et ils ont commencé à être construits il y a très longtemps à base de petites briques et depuis 20 ans, on réempile des briques en oubliant toutes celles du bas. Petite illustration, Log4j. Est-ce que quelqu'un, vous connaissez tous Log4j ou vous connaissez pas le? Ouais, voilà. Log4j, c'est quoi? C'est un tout petit module qui sert à écrire dans un fichier des traces, des logs. Hyper facile. Ce petit module, en fait, il est utilisé par plein de gens qui ne le savent pas. Il était développé par un mec dans son coin, ça faisait bien le travail, tout le monde l'intégrait, personne n'a posé de questions. Sauf que ce module, quand il reçoit une chaîne de caractères particulière, il dit ok, cette chaîne me dit d'aller chercher un fichier à l'extérieur et de l'exécuter. Et donc le Log4j, au fin fond du système, il va télécharger un fichier et il va l'exécuter sur le serveur. C'est à un tel point qu'il y a eu des attaques. Des gens ont pris leur nom de Wi-Fi, ils ont changé le nom du Wi-Fi, ils ont mis les quelques caractères qui allaient bien. Les gens qui passaient avec un iPhone, l'iPhone, vous savez, vous dites quels sont les Wi-Fi disponibles autour de moi, il vous met la liste. Donc il reconnaît les noms des Wi-Fi. L'iPhone, comme il parle beaucoup, il envoie toute la liste des noms pour la géolocalisation, puis peut-être pour d'autres choses chez Apple. Apple, ils reçoivent un nom de Wi-Fi, ils l'enregistrent. Ils disent oui, on a vu le nom de Wi-Fi, hop, ça tombe dans Log4j. Et là, on a vu des gens ont changé leur nom de Wi-Fi. Ça s'est propagé jusqu'à chez Apple. Les serveurs d'Apple ont fait des requêtes pour aller chercher des fichiers à l'extérieur. Juste en changeant le nom d'un Wi-Fi, on arrive à conduire une attaque sur le serveur Apple. On voit qu'il y a une intrication et une implication extrêmement complexe. Chercher, ça rapporte de l'argent. Et la complexité fait qu'il y en a certainement quelque part. Donc les vulnérabilités, ça augmente. La menace. Menace, est-ce qu'il y a une réelle menace aujourd'hui? Alors la menace, elle se découpe en deux choses. Si quelqu'un pour qu'il me menace réellement, il faut qu'il ait les moyens et il faut qu'il ait envie. Grosso modo, si vous marchez dans la rue, vous voyez un petit bonhomme qui a envie de un roquet qui a envie de vous casser, vous mordre, ça vous fait pas peur. Il a l'envie, mais il n'a pas les moyens. Vous voyez un Golgoth, mais qui est hyper gentil, il a les moyens, mais il n'a pas l'envie. C'est la combinaison des deux qui fait la menace. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur la combinaison des deux? Les moyens, je ne sais même pas si c'est la peine de le détailler, hein, les Nord-Coréens, ils ont un bureau avec 6000 personnes dedans, enfin les moyens, il n'y a pas de problème. Les moyens, c'est technique, RH et le temps. Et le temps, je vous l'illustre par un autre exemple. Est-ce que vous avez entendu parler de SolarWind? Oui, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, SolarWind, c'est un éditeur qui fournit un logiciel qui a un cockpit de pilotage pour les DSI. Ce logiciel a tous les droits sur l'ensemble des équipements du réseau d'une DSI. Ok.
La règle en sécurité, c'est qu'il faut toujours mettre à jour tous ces logiciels, surtout les plus critiques. Qu'ont fait les grandes DSI, c'est qu'ils ont mis à jour SolarWinds. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait les attaquants? Eh bien, ils ont attaqué SolarWinds, ils ont modifié la mise à jour et ils ont attendu. Tout le monde a pris la mise à jour, l'a installée un peu partout et a ouvert une porte. On voit arriver du billard à 3 bandes, donc ils ont le temps de rebondir pour revenir. Ce qu'on appelle une compromission de la supply chain, des fournisseurs. Autant vous dire que dans un véhicule, tous les véhicules qui sont là, la cascade des fournisseurs, elle est énorme. Donc dire, bah tiens, quelqu'un va venir modifier un bout quelque part, ça va me revenir dedans, c'est une vraie menace. Et alors le troisième point, c'est l'impact. Impact, bulle scorpion, ça vous parle, le numérique collaboratif, bosser tous ensemble. On a un Jaguar qui détecte un pointeur laser. Automatiquement, le Jaguar, il le détecte. Il sort ses fumigènes, il donne un ordre de se cacher. Il partage l'information à d'autres véhicules. C'est les autres véhicules qui vont se déplacer, se mettre en défense. Donc on a une défense instantanée à plusieurs. C'est vraiment le collaboratif. Ça partage de la position, mais ça partage même des ordres opérationnels. Donc le numérique collaboratif, c'est un énorme avantage stratégique. Qui dit énorme avantage stratégique, l'impact, si on le perd, c'est qu'on redevient, on passe d'une armée 2.0 à une armée où chacun est dans son coin. Donc l'impact est énorme pour nous, pour l'armée, mais la motivation pour casser cet avantage stratégique est énorme. Okay. Donc la motivation aussi est en train de croître. Donc aujourd'hui, aussi bien sur la motivation que sur l'impact, que sur l'évolution, on se dit, on ne le voit pas encore, mais forcément, ça va arriver. Ça, c'est sur le risque. Donc oui, le risque cyber existe, il est clairement là, il est en train d'arriver, on le voit se déployer, on va l'avoir. Par contre, on a un autre sujet, c'est que ce risque, on sait le gérer en IT. Comment on le gère dans des processus où on qualifie un véhicule à un instant T et il est parti pour 20 ans? Je vous parlais de la boucle temporelle, vous savez, le truc qui est beaucoup plus rapide dans le contexte, l'évolution du risque. Jusque-là, quand on sortait un véhicule, ou quelle que soit la solution, on met 1 an à qualifier tous les éléments qui sont dedans et puis on le sort et on dit il est bon. Ok. 0D à un 0D apparaît sur quelque chose. On va même dire, voilà, dans un véhicule, on a plein de modules numériques. Si on a un qui a une vulnérabilité, c'est pas très grave. Si on commence à en avoir plusieurs qui dessinent un chemin d'attaque, ça devient important. Si on arrive à détecter que ce chemin d'attaque, il est utilisé par des attaquants, ça devient critique. On doit le bloquer. Okay. Donc on a une appréciation de la menace liée à tout ce qu'on embarque dans nos véhicules, dans nos solutions. Donc il faut le suivre. Okay. Et si on commence à trouver un chemin d'attaque qui se dessine, on dit c'est critique, on sort un patch. On va sortir un patch en moins de 2 semaines. Tenez, monsieur le client, voilà le patch. Moins de 2 semaines, on a réussi. On fait quoi avec le patch? Est-ce qu'on va refaire 1 an de qualification avant de pouvoir mettre le patch? Qui prend la décision de le mettre en place? Comment on fait pour avoir un cycle court de réaction face à la menace numérique? Donc on a un gros sujet à redessiner aujourd'hui sur, on passe d'un état de conformité à un instant T à un truc beaucoup plus dynamique. Et alors il y a tout un sujet purement juridique, purement contractuel. Comment on écrit dans un contrat qu'on va faire plein de choses, on ne sait pas encore ce que c'est, mais ça va être critique. Comment on va faire la maintenance? Comment on refait le cycle de validation? Voilà. Donc on a des gros sujets juste sur la façon dont on travaille ensemble entre les clients finaux et les industriels. On a toute une convention qui a été signée par la ministre et les industriels de premier rang pour travailler ensemble. On a vu ce qu'il fallait faire, on l'a écrit. Maintenant, on est dans le comment et comment on le formalise. Comment on sort du carcan contractuel sur 40 ans. Voilà. Donc, on est d'accord pour dire que le risque, il existe. Ok ? Donc en face, il faut mettre une performance. La notion de performance, c'est justement pour passer de cette notion de sécurité instantanée à on maintient une performance dans le temps pour atteindre un effet terminal identifié, à savoir fonctionner dans le bon état. Qu'est-ce qu'on met dedans dans cette performance cyber? Voilà. Voilà.
il y a, dans notre stratégie, il y a deux... j'ai repris la terminologie. Ok, on a l'effet terminal, c'est que ça fonctionne. Donc, il faut qu'on mette en place une performance. Et la performance, elle repose sur des fonctions, donc des grands domaines, qui elles-mêmes reposent sur des capacités. Les fonctions, c'est quoi aujourd'hui? C'est le premier volet. C'est tout ce qui contient du numérique embarqué doit être robuste by design. On doit qualifier toute la chaîne des fournisseurs, qualifier le code qu'on développe, qualifier tout ça. Et maintenu dans le temps, le fameux MCS. Aujourd'hui, dans certaines architectures, pour mettre à jour un composant, il faut commencer par arrêter le véhicule, le désosser, sortir le calculateur, faire la mise à jour, le remettre. On en est loin. Alors que les voitures à côté, on parle de mise à jour over the air, de SOC pour les véhicules. Donc on a vraiment du temps réel. Ok. Robustesse initiale, maintenue dans le temps par tout un process de MCS qui concerne à la fois le cycle de R&D, de production, le soutien, comment on fait les mises à jour dans le temps, et tout l'écosystème autour. On va dire celui-là, il est relativement classique. C'est ce qu'on fait dans l'IT. C'est comment on va le faire côté système d'armes. Et la complexité contractuelle et même sur le terrain. Quand on dit on va faire une mise à jour over the air, là ça commence à crisper un peu tout le monde. Voilà. Donc, l'autre objet de cette mise à jour, on en a déjà parlé, c'est le maintenu dans le temps, la fameuse veille. On a un composant qui est il faut connaître tous les composants, on en a un qui est vulnérable, on déduit des chemins d'attaque, on déduit une criticité, et après on déduit ou pas, est-ce qu'on rapatrie le véhicule tout de suite, ou est-ce qu'on dit la prochaine fois qu'il revient, vous ferez la mise à jour. Voilà, comment on le gère. C'est le MCS. Ça concerne tout ce qui est strictement nécessaire au bon fonctionnement du véhicule. Maintenant, on va rentrer dans l'inutile. Vous savez, la sécurité ne sert à rien. Bon, c'est comme le blindage sur un véhicule. Par défaut, il ne sert à rien, sauf dans un contexte d'emploi particulier où il y a une menace. On en est là aujourd'hui de la cyber. C'est tout ce qu'on va rajouter, dédié à la cyber dans nos véhicules. Et ces briques, c'est quoi? Donc là, on tombe vraiment dans la définition de la lead, la fameuse défensive. Tout le volet protection. Alors, c'est quoi la protection? C'est l'authentification, on-board, des amis, savoir qui fait quoi, la gestion des ID, enfin vraiment, plus tout le chiffrement, comment on garantit la confidentialité. Donc, c'est le volet un peu protection. Ce n'est pas forcément un composant dédié. On aura des passerelles, par exemple pour le MCS. Pour éviter une vulnérabilité par le MCS, on aura des passerelles de mise à jour sécurisées. Ok. Deuxième volet, c'est la détection. Et alors, c'est là où on a un gros sujet stratégique. C'est qu'aujourd'hui, une des priorités des véhicules, c'est qu'ils sont hyper résilients, car c'est-à-dire qu'on perd un écran, c'est un autre écran on-board qui va prendre les mêmes fonctions. On perd une fonction, ça va être géré différemment. Il y a 26 façons de tirer un tir, de tirer la tourelle de T40 sur un Jaguar, parce qu'il y a plein d'autres façons de faire. Ok. Quand on sait que quelque chose se passe mal, on en est là aujourd'hui. La cyber, c'est des attaques à cinétique lentes. On ne voit pas forcément ce qui se passe, typiquement SolarWinds. On a besoin vraiment de détecter. Tous nos véhicules ont la capacité d'embarquer des détecteurs, des sensors, sur est-ce qu'on a une menace NRBC par exemple. Est-ce qu'on a des capteurs audio qui sont capables de dire tiens, il y a un 9 mm qui a tiré à 1 km à ta droite. Donc on embarque plein de capteurs juste pour identifier la menace et la partager avec les autres. Donc premier volet sur la détection, c'est être capable de savoir qu'il se passe quelque chose pour débrayer. Après on tombe dans le débrayage qui prend, donc c'est la fameuse réaction. On détecte qu'il y a une attaque réelle parce qu'on a vu des chemins d'attaque, on a vu d'autres véhicules qui se faisaient attaquer, on a vraiment un marqueur précis, on est capable de dire ça c'est une attaque. Là on peut l'automatiser dans le véhicule, on dit cette attaque fait une perte d'intégrité sur la tourelle, à partir de là on va tirer n'importe où, c'est critique, on désarme la tourelle. Voilà. C'est facile. Alors c'est facile si on a uploadé les signatures d'attaque. Comment on fait pour maintenir le niveau de menace en temps réel? Et ensuite, si jamais c'est du flou,
Vous savez, aujourd'hui, sur l'IT, on fait beaucoup de comportemental, on fait beaucoup de qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est de l'analyse d'experts derrière pour essayer de comprendre comment on fait cette analyse. Alors, premier volet, il va y avoir du offline, le véhicule il revient, on enregistre tout, on a plein de capteurs, on fait l'analyse. Ouais, on peut détecter, mais s'il ne revient pas assez souvent, on va rater des choses. Comment on est capable d'avoir l'équivalent d'un SOC véhicule? Donc le SOC véhicule pour les voitures, c'est en train d'arriver. Comment on fait un peu l'équivalent sur nos systèmes d'armes? Comment on a un SOC terrain pour essayer de savoir? Est-ce que le SOC terrain, finalement, vu la pénurie de compétences et tout ça, c'est vraiment la bonne solution? Est-ce qu'on imagine un rebond par un SOC terrain qui escalade sur l'expertise plus haut niveau? Est-ce qu'on voilà. Donc tout le modèle de la réaction derrière est encore à définir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut enregistrer, analyser, comprendre, savoir ce qui se passe. Donc on marque les défenses actives, quelque chose qui est dédié, adaptable à deux volets, sur deux volets. Un, la mise à jour des signatures d'attaque, la mise à jour d'éléments pour améliorer la capacité de détection. Mais deux, est-ce que les antivirus aujourd'hui protègent encore des ransomware? Non, hein, on est d'accord, ça ne marche plus. On passe de l'antivirus à de l'EDR, à de l'XDR, à des nouvelles solutions. Voilà. Ça veut dire aussi que, et en combien de temps? En quelques années, on est passé de l'antivirus à l'EDR. Ça veut dire que même juste au-delà des signatures, juste des marqueurs, de ce qu'on peut reconnaître, même l'outil de cyber, lui, doit être capable d'être mis à jour. On doit pouvoir changer une brique en disant « Ok, on avait un antivirus, ça suffit plus, on met un EDR. L'EDR suffit plus, on met de l'IA pure. » Voilà. Comment on arrive à avoir un cycle court? Comment on arrive à avoir un cycle court pour même sur cette capacité, vous vous souvenez, performance, on maintient notre capacité donc d'effet terminal à avoir un système qui fonctionne dans le temps. Et ça veut dire aussi, c'est comme si on disait le blindage, on est en OPEX, on a dit on faut être à moins de 4 km, ils ont tel type de munitions, c'est bon. Finalement ils ont des munitions plus grosses. Il faut faire quelque chose. Soit on recule, soit on met plus de blindage. C'est long, c'est compliqué, on sait à peu près gérer. Là-dessus sur la cyber, ça peut être très rapide. Ils ont des nouvelles menaces, on ne sait pas les détecter. Qu'est-ce qu'on rajoute pour être capable de les détecter? Voilà, et ça c'était juste le résumé qui était dans l'appel d'offres. 20 minutes, pile poil. Si vous avez quelques questions, à disposition maintenant ou juste après si vous voulez. Merci beaucoup.